Ce tableau était là, dans une vieille malle du grenier de ma mère, enfoui parmi des jouets d'enfance que je n'avais pas vus depuis des années. 50x70 cm, cadre en bois, surface couverte de poussière. Mais quand j'ai soulevé le cadre pour regarder la toile, mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser dans ma poitrine. Mes mains ont commencé à trembler. Ma bouche s'est asséchée. Mon souffle s'est coupé. Parce que ces tons bleus, ces nymphéas, ce jeu de lumière, ce n'était pas seulement beau. C'était familier. Terriblement familiar. Comme si je regardais la fameuse exposition Monet au musée d'Orsay, sauf que cette fois, c'était dans mes mains, dans ma maison, dans la malle de ma mère. Et la partie la plus terrifiante. Si je ne me trompais pas, ce tableau était porté disparu depuis 1922. C'était l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'art. Et maintenant il tremblait entre mes mains. Avez-vous déjà vécu un tel moment? Quand vous regardez quelque chose et que le temps s'arrête, que le monde tourne, et que vous réalisez que plus rien ne sera jamais comme avant. Restez avec moi, car ce n'est que le début. Bonjour, je suis Madeleine Dubois. J'ai 68 ans et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que personne ne croira. Même mon fils Marc n'y a pas cru, il m'a dit « Maman, tu es fatiguée, tu as des hallucinations ». Plus précisément, un voyage qui a commencé il y a 3 jours, le jeudi 12 décembre 2024, et qui m'a transformée de fond en comble. Parce qu'il y a 3 jours, j'ai découvert que ma mère Élise Dubois, décédée à 90 ans, simple, modeste, ayant passé toute sa vie dans un petit atelier de couture à Strasbourg, portait peut-être le secret de l'un des plus grands mystères artistiques du XXe siècle. Ou peut-être était-elle sa gardienne. Peut-être une héroïne. Ou peut-être simplement ma mère, comme toujours, essayant de me protéger. Est-ce qu'on apprend ce genre de choses à 68 ans? Vous demandez-vous sûrement. Je me suis posé la même question. Hier soir, à 3 heures du matin, sans sommeil, abasourdi, effrayé. Mais je suppose que certaines vérités ne connaissent pas l'âge. Certains secrets vont jusqu'à la tombe, ou en sortent après. Quand ma mère est morte, ses derniers mots furent « Madeleine, ouvre la malle du grenier. Le moment est venu. » Mais elle n'a pas dit de quoi le moment était venu. Cette nuit-là, elle est morte, calme, paisible, avec un sourire. Et moi, je n'ai pas ouvert cette malle. 2 semaines ont passé. Jusqu'à ce que ma petite fille Sophie arrive. Je suis née en 1956, à Strasbourg, dans le quartier de la Petite France, ces maisons colorées comme des cartes postales, au bord du canal. Ma mère, Élise, tenait une petite boutique. Elle cousait des robes de mariée en soie tout en observant la rue du Bain aux Plantes par la fenêtre. Ses doigts étaient si habiles que chaque couture était parfaite. Jamais d'erreur, jamais de précipitation. Madeleine, me disait-elle, la patience est le fondement de tout. Celui qui se précipite ne trouve pas ce qui est perdu. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Maintenant, je comprends. Mon père Georges, à mon père, ses mains étaient magiques. Tout ce qu'il touchait en bois se transformait en article. Il était menuisier, son atelier était au sous-sol de la maison. Toujours le bruit de la scie, toujours l'odeur du bois. Quand j'étais petite, il m'avait fait une maisonnette pour les oiseaux, je l'avais peinte en rose, nous l'avions accrochée dans le jardin. Cette maisonnette est toujours là, 68 ans plus tard. Papa est mort en 2001, crise cardiaque silencieuse, il avait 76 ans, il taillait des rosiers dans le jardin, il s'est effondré soudainement. L'ambulance est arrivée trop tard. Maman a pleuré chaque nuit pendant 3 ans. Vous avez peut-être aussi de tels souvenirs. L'odeur de votre mère, lavande et laine. Les mains de votre père, rugueuses mais chaudes. Ces détails simples, mais infiniment précieux. Quand vous les perdez, vous réalisez leur valeur. Je l'ai compris trop tard. Je me suis mariée, bien sûr. En 1979, à 23 ans. Avec Pierre Dubois, même nom de famille mais pure coïncidence, nous ne sommes pas de la même famille. Pierre était professeur d'histoire à l'université de Strasbourg, un homme gentil, patient, rat de bibliothèque. Notre première rencontre au musée d'art moderne, j'étais guide, lui visiteur. Il y avait une exposition Monet, Pierre a écouté mon explication pendant 1 heure, puis il a dit « On prend un café ». Nous sommes restés mariés 38 ans. De bonnes années. Des années calmes. Des années heureuses. En 2017, Alzheimer l'a emporté silencieusement, les 3 dernières années, il ne me reconnaissait pas mais il tenait toujours ma main. Je ne sais pas qui tu es, disait-il, mais je sais que tes mains sont chaudes. Cela me suffisait. J'ai un fils unique, Marc, 43 ans, architecte, il vit à Paris avec sa femme Céline et leurs 2 enfants. Les enfants de Marc, Sophie, 14 ans, et Lucas, 11 ans, sont mes soleils. À chaque visite, ma maison s'illumine. Sophie en particulier. Sophie ressemble beaucoup à sa mère. Curieuse, intelligente, passionnée d'art.
C'est justement Sophie qui, il y a 3 jours, a changé ma vie. Je suis guide de musée à la retraite. J'ai travaillé 40 ans au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. J'expliquais l'art impressionniste, Monet, Renoir, Pissarro. Je connaissais l'histoire de chaque coup de pinceau. J'enseignais aux visiteurs comment la lumière était capturée, comment les couleurs parlaient. Les nymphéas de Monet ne sont pas que des fleurs, disais-je au groupe, les yeux pétillants, ce sont la danse de la lumière, l'écoulement du temps, le souffle de la nature. Regarder un tableau de Monet, c'est comme méditer. Le temps s'arrête, le monde se tait, seules les couleurs restent. Pendant 40 ans, j'ai parlé de Monet. J'ai vu des centaines de tableaux, reproductions, originaux, copies. Je reconnaissais chaque coup de pinceau. Je connaissais chaque palette de couleurs point, mais il y a 3 jours, le 12 décembre 2024, quand j'ai regardé le tableau trouvé dans la malle de ma mère, j'ai réalisé que 40 ans de connaissance ne servaient à rien. Parce que certaines vérités se comprennent non par la connaissance, mais par l'instinct. Et mon instinct criait, c'est réel. C'est un Monet. Cela va tout changer. Ce jour-là, ma petite fille Sophie était venue, 14 ans, sac à dos se balançant, joues rouges du froid. Dehors, la pluie de décembre bruinait, il faisait 4 degrés, les rues étaient mouillées et désertes. Grand-mère, avait-elle appelé depuis la porte, essoufflée, ses yeux brillaient d'excitation. J'ai besoin d'objets anciens de grand-mère Élise. J'ai un projet scolaire, patrimoine familial, découvrir le passé à travers les objets. Plus c'est vieux, mieux c'est. Mon cœur s'est réchauffé. La curiosité des enfants, leur respect pour le passé familial touche toujours. Bien sûr chérie, voyons quel trésor ta grand-mère avait. Montons au grenier. Nous sommes montés au grenier. Cet endroit poussiéreux, sombre, rempli de souvenirs au dernier étage de ma maison. La lumière était faible, une seule ampoule se balançait au plafond, les ombres étaient longues et tremblantes. Les coffres de ma mère étaient là, 3 grands coffres, les vieilles boîtes à outils de papa, mes photos de jeunesse, les livres de pierre. La poussière dansait dans l'air, de petites particules flottaient entre les rayons de soleil. L'odeur, vieux papier, lavande, tant point j'ai vu une vieille malle dans le coin. Poussée dans un angle, à moitié couverte d'un tissu, comme oubliée. Queer Brun, Coins Uses, Sarah Riley. Une étiquette décolorée dessus, écrite à la main par ma mère, accent aigu D, 1952. Elise Dubois. 1952. Je n'étais pas encore née à cette époque. C'est quoi sa grand-mère? Dit Sophie, s'approchant avec curiosité. Je ne sais pas chérie. Je ne l'ai pas. Ouverte depuis des années. Voyons ce qu'il y a dedans. J'ai forcé la serrure, rouillée mais elle n'a pas cassé. J'ai trouvé un tournevis, j'ai cassé la serrure. La malle s'est ouverte lentement. Les charnières ont grincé, comme si elle ne voulait pas s'ouvrir, comme si elle voulait garder ses secrets. Il y avait des couches à l'intérieur. En haut, les vieux tissus de ma mère, soie, velours, coton. Les couleurs étaient décolorées, mais la texture toujours douce. En dessous, du matériel de couture, boutons, aiguilles, fils sur bobine. Plus bas, des photos, la jeunesse de ma mère, les années 40, les années 50, des clichés en noir et blanc. Et tout au fond, soigneusement emballé dans des journaux, un paquet rectangulaire. Sophie a tendu la main avec enthousiasme. Ses petites mains si avides, si innocentes. C'est quoi sa grand-mère? Un tableau? Sa voix tremblait d'excitation. Je ne sais pas chérie. Voyons. Mais quand j'ai touché le paquet dans ma main, en le touchant, j'ai ressenti quelque chose. De la chaleur. Des vibrations. Comme si ce paquet était vivant. Avez-vous déjà vécu de tels moments? Avant de toucher quelque chose, quand une voix intérieure vous dit « Attends, ce n'est pas ordinaire ». Écrivez-moi en commentaire, je suis curieuse. J'ai ouvert les papiers journaux, mes mains tremblaient tellement que Sophie a dit « Grand-mère arrête, je vais l'ouvrir ». Mais non, je devais l'ouvrir. Lentement, retenant mon souffle, comme si je désamorçais une bombe. Les papiers ont craqué, jaunes, fragiles, journal l'Alsace daté de 1952. Un titre est apparu, Strasbourg se prépare pour Noël. Puis une autre couche. Puis une autre. Et finalement, un tableau. Le temps s'est arrêté. À ce stade. Arrêtez la musique. Respiras. Parce qu'après tout a changé. Un étang. Mais quel étang? Vous auriez pu plonger dedans. Les nymphéas étaient si réels que si j'avais tendu la main, j'aurais pu les cueillir. Les tons bleus. Mon Dieu, c'est bleu. Cobalt, turquoise, bleu marine, tous ensemble, tous séparés, tous dansant. Les verts capturant la lumière, les violets se cachant dans l'ombre. Des touches roses, des éclats blancs. La surface ondulée mais calme,
des reflets présents mais qui n'éblouissent pas. En arrière-plan, des saules pleureurs, flous, juste suggérés, légèrement esquissés par des coups de pinceau. Et les coups de pinceau? J'ai étudié les œuvres de Monet pendant 40 ans. J'ai vu des centaines de tableaux, à Paris, Lyon, Amsterdam. Mais celui-ci était différent. Il vivait. Comme si le tableau respirait. Comme si vous pouviez entendre l'ondulation de l'eau. Waouh, dit Sophie, les yeux écarquillés, c'est si beau. C'est de qui, grand-mère? Ça a l'air très vieux. Je ne pouvais pas répondre. Parce que mes mains tremblaient trop. J'ai retourné le cadre, prudemment, retenant mon souffle. Derrière, une petite étiquette, manuscrite, à l'encre brune, Nymphéa, Claude Monet, 1920 à 1922, collection privée, le sang est monté à mon cerveau. Mes oreilles bourdonnaient. La pièce tournait, Nymphéa. Nymphéas. La série célèbre de Monet, mais cela ne pouvait pas être. Les tableaux de Monet étaient dans les musées, Orsay, l'Orangerie, le MoMA. Ou dans des collections privées, valant des millions d'euros, protégées par des gardes armés. Ils ne pouvaient pas être dans le grenier de ma mère, où était-ce possible? Grand-mère. La voix de Sophie venait de loin, comme de sous l'eau. Tu vas bien? Tu es devenue toute pâle. Je vais bien, chérie, j'ai murmuré. Mais je n'allais pas bien. Pas bien du tout. C'est juste, je suis surprise. C'est un très vieux tableau. Je peux prendre ce tableau pour mon projet? Ce serait très impressionnant, la prof. Non. Le mot est sorti si brutalement que Sophie a sursauté, les yeux se remplissant de larmes. Je me suis immédiatement adoucie, serrant le tableau fort contre ma poitrine. Je veux dire, désolée ma chérie. Ce tableau est très fragile, très précieux. Choisissons autre chose, d'accord? Regarde, cette photo de la vieille machine à coudre est très belle. Sophie a hoché la tête tristement. Nous avons choisi d'autres objets, le matériel de couture de ma mère, les outils de menuisier de papa, de vieilles photos de famille. Mais mon esprit était sur le tableau. Tout mon corps était sur le tableau. Comme si ce tableau était magnétique et que j'étais un morceau de métal. Je ne pouvais pas m'en éloigner, je ne voulais pas m'en éloigner. Après le départ de Sophie. Peut-être 1 heure plus tard, peut-être 2, ma perception du temps était complètement perdue. Je suis descendue au salon, j'ai posé le tableau sur la table, directement sous la lampe la plus brillante. J'ai fermé les rideaux, personne ne devait voir, personne ne devait savoir. J'ai apporté la loupe, un vestige de mon travail au musée, une lentille professionnelle que j'utilisais pour examiner les tableaux, zoom 10x. Maintenant je cherchais mes propres réponses. J'ai examiné. Millimètre par millimètre. Avec une attention obsessive. Les coups de pinceau, courts, rapides, en couches. La technique d'impasto classique de Monet. Peinture épaisse, texture prononcée. Mélange de couleurs, mélangé directement sur la toile, pas sur la palette. C'était la signature de Monet. Il combinait les couleurs sur la toile, ne les mélangeait pas à l'avance. Capture de lumière, reflet sur la surface de l'eau, ombre sur les nymphéas, sensation de profondeur. Chaque détail était la signature de Monet. Si je n'avais pas été experte en art, j'aurais peut-être douté. Mais quand vous êtes dans ce métier depuis 40 ans, vous savez. Ce coup de pinceau, ce choix de couleur, cette lumière, on ne peut pas l'imiter. Vous le sentez. Vous le sentez dans votre peau, dans vos os. Me croyez-vous? Ou dites-vous la vieille dame hallucine? J'ai amené la loupe au coin inférieur gauche de la toile. J'ai zoomé. Et j'ai expiré. Là, à l'encre brune, en lettres italiques, avec ce thème caractéristique, Claude Monet signature. L'air de la pièce s'est épaissi. Mes oreilles bourdonnaient. La loupe allait tomber de ma main. Mes genoux ont tremblé. J'ai dû m'asseoir, par terre, directement par terre, sur le tapis. Parce que cette signature était réelle. Chaque courbe, chaque point, chaque millimètre, réel. J'ai vu des signatures de Monet pendant 40 ans. Je reconnaissais cela. C'était réel. Mais comment? Pourquoi? Comment ma mère l'avait-elle trouvé? Qui l'avait donné? Pourquoi l'avait-elle caché pendant 70 ans? J'ai pris mon téléphone en tremblant, mes mains tremblaient encore. J'ai tapé sur Google, lentement, prudemment, comme si écrire mal allait changer la réalité. Monet tableau perdu Nymphéa 1922, entrée. Chargement. Chargement, 0,43 secondes. 2 340 000 résultats. Le troisième résultat. Quand j'ai vu le troisième résultat, le téléphone est tombé de ma main. Vraiment tombé. Sur le canapé, puis par terre. L'écran s'est fissuré, mais ce n'était pas grave. Parce que ce titre était ce que j'avais vu, le Monet perdu,
Nymphéa mystérieux, valeur estimée 15 à 25 millions d'euros, 15-25 millions d'euros. Relisez ça. 15-25 millions d'euros. Dans la malle de ma mère. Que auriez-vous ressenti à ma place? Joie, peur, choc, incrédulité? Écrivez en commentaire, parce que j'ai tout ressenti. En même temps. Ma poitrine s'est serrée, je ne pouvais pas respirer, mes larmes sont venues, j'ai ri, j'ai pleuré, tout. En 30 secondes. Le train TGV partant de la gare de Strasbourg décollait à 8h47. J'étais à la gare à 7h30, 1 heure en avance, parce que je n'avais pas pu dormir, parce que rester seule à la maison près du tableau me rendait folle, parce que je devais bouger. Le tableau était avec moi, dans mon sac à dos, enveloppé dans du papier bulle, une couverture par-dessus, puis mes vêtements. Personne ne devait savoir, personne ne devait voir. Les mots du professeur Moreau résonnaient dans ma tête, ne le dites à personne. Mais pourquoi? Pourquoi secret? Si le tableau était vraiment un Monet, ne devrions-nous pas l'annoncer au monde? Où y avait-il un danger? Je me suis assise dans le train, 2e classe, côté fenêtre, siège 24A. J'ai gardé mon sac sur mes genoux. Je ne l'ai pas lâché, ne l'ai pas mis dans le compartiment à bagages, n'ai laissé personne le toucher. Un homme a dit, « Madame, puis-je mettre votre sac en haut? Il a l'air lourd. » Non merci, j'ai l'habitude, ai-je dit rapidement. Je me suis accrochée si forte au sac que mes bras me faisaient mal. Mais ce n'était pas grave. Il y avait 20 millions d'euros dedans. Peut-être plus. Le train s'est mis en mouvement. Strasbourg a disparu, la cathédrale, la rivière Île, ses maisons colorées. Tout s'est éloigné. J'allais à Paris. 2h20. 383 kilomètres. Et enfin j'allais apprendre la vérité. Avez-vous déjà fait un tel voyage? Sachant que ce que vous tenez va changer votre vie, mais ne sachant pas comment. C'est effrayant, n'est-ce pas? Mais en même temps excitant. Écrivez en commentaire. Quels ont été vos voyages décisifs? J'ai regardé par la fenêtre, les champs d'Alsace, les vignobles, les petits villages. Le soleil se levait, le ciel était clair, c'était un beau matin de décembre, froid mais beau. Mais je ne voyais rien. Je ne faisais que penser. Ma mère. Pourquoi avait-elle caché? Pourquoi ne me l'avait-elle jamais dit? J'ai vécu 68 ans avec elle, 68 ans, chaque jour, chaque heure. Elle n'a jamais donné d'indice. N'a jamais fait allusion. N'a jamais dit Madeleine, un jour je te donnerai quelque chose. Seulement son dernier jour, ouvre la malle. Le moment est venu. Pourquoi maintenant? Pourquoi après sa mort? Pourquoi pas de son vivant? Peut-être avait-elle peur. Le jour où j'ai trouvé le tableau, il y a 3 jours, l'article que j'avais lu sur Internet m'est revenu. Nymphéas Mysterieux a disparu en 1922. Soit volé, soit détruit, soit caché. Si c'était volé, si ma mère l'avait pris à quelqu'un qui l'avait volé, ou si elle était la voleuse. Non. Impossible. Ma mère n'était pas une voleuse. C'était une femme honnête, couturière, elle n'a jamais enfreint la loi. Mais alors comment l'avait-elle trouvée? Bernard Fontaine le lui avait-il donné? Cette photo de 1951, ma mère et Bernard, à Giverny. De quoi avait-il parlé? Que s'était-il passé? Les réponses étaient à Paris. Chez le professeur Moreau. Le train a accéléré, 300 km/h, le paysage s'est brouillé. Mon cœur aussi s'est accéléré. Il était 9h15. 1h52 restantes. J'ai sorti mon téléphone, l'écran toujours fissuré de la chute d'hier. Je voulais écrire à Marc, à mon fils, « Marc, je vais à Paris, il y a quelque chose d'important. » Mais je n'ai pas écrit. Les mots du professeur, ne le dites à personne. À personne. Même pas à Marc. Même pas à Sophie. J'étais seule. À 68 ans, avec peut-être un faux, peut-être un vrai tableau, j'allais à Paris. Seule. Avais-je peur? Oui. Mais en même temps je vivais. Pour la première fois depuis la mort de Pierre, il y a 7 ans, pour la première fois je vivais vraiment. Le cœur battait, le sang coulait, l'esprit tournait. Cette peur, cette incertitude, cette aventure. Peut-être que c'est pourquoi ma mère avait caché. Peut-être voulait-elle me donner une aventure dans ma retraite. Madeleine, dirait-elle peut-être du paradis, ne t'ennuie pas vie. On peut vivre même à la fin de sa vie. J'ai souri. Pour la première fois en 3 jours, j'ai vraiment souri. 11h07. Le train est arrivé à Paris-Gare de l'Est. La gare était bondée, des centaines de personnes, des bagages, des annonces, de la précipitation. Je suis descendue lentement, vieille dame, sac lourd, pas prudent.
Personne n'a regardé. Personne n'a soupçonné. Bien. J'ai pris un taxi. Sorbonne, boulevard Saint-Michel, ai-je dit au chauffeur. Vous allez à l'université, madame, dit le chauffeur, croisant mon regard dans le rétroviseur. Oui. Je rends visite à un vieil ami. Mensonge. Mon premier mensonge. Mais nécessaire. Parce que je ne pouvais pas dire, j'apporte un monnaie de 20 millions d'euros. Le taxi a démarré. Les rues de Paris, immeuble Haussmann, large boulevard, terrasse de café. C'était beau. Toujours beau. Mais aujourd'hui c'était différent. Aujourd'hui Paris semblait dangereux. Comme si quelqu'un attendait à chaque coin, comme s'il nous surveillait. Paranoia? Peut-être. Mais quand vous transportez 20 millions d'euros, la paranoïa est saine. 11h34. Je suis descendu devant la Sorbonne. L'université était majestueuse, bâtiment historique, grande porte, étudiants sur les marches. Jeune, énergique, tourné vers l'avenir. Moi vieille, fatiguée, tournée vers le passé. Un contraste étrange. Je suis entrée. Le hall était spacieux, sol en marbre, plafond haut, portrait sur les murs. Où est le département d'histoire de l'art? Ai-je demandé à la jeune fille à la réception. Deuxième étage, couloir de droite, porte 217. J'ai remercié. Je suis montée dans l'ascenseur, vieux, grinçant, lent. Le sac entre mes genoux, sur mes cuisses. L'ascenseur a tremblé, est monté. Deuxième étage. Les portes se sont ouvertes. J'ai marché dans le couloir. 215, 216. 217. Sur la porte, une plaque. Professeur. Antoine Moreau, Histoire de l'art, spécialiste de l'impressionnisme. J'ai respiré. Profondement. 1, 2, 3. J'ai frappé à la porte. Entrez. Je suis entrée. Le bureau était petit mais plein, étagère jusqu'au plafond, tableaux sur les murs, documents sur le bureau, ordinateur, lampe. Vue sur le jardin de la Sorbonne par la fenêtre. Et derrière le bureau, professeur Antoine Moreau. Dans la soixantaine, cheveux blancs courts, lunettes, visage sérieux. Costume, cravate, professionnel. Il s'est levé, a tendu la main. Madame Dubois. Bienvenue. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'ai serré sa main, chaude, ferme. Je me suis assise. Je n'ai pas posé le sac par terre, je l'ai gardé sur mes genoux. Le professeur m'a regardé, longuement, évaluativement. Vous avez apporté le tableau? Oui. Quelqu'un vous a-t-il suivi? L'avez-vous dit à quelqu'un? Non. À personne. Bien. Très bien. Il a enlevé ses lunettes, les a nettoyées, les a remises. Madame Dubois, je dois vous dire ceci. Si ce tableau est vraiment le monnaie perdue, ce n'est pas seulement une grande découverte, c'est une découverte dangereuse. Parce que ce tableau est porté disparu depuis 100 ans. Beaucoup de gens l'ont cherché. Muses, collectionneurs, voleurs. Et maintenant, si vous l'avez trouvé, ces gens ne doivent pas le savoir. Pas encore. J'ai avalé. Je comprends. Mais pourquoi dangereux? Le professeur a regardé par la fenêtre. Parce que le monde de l'art n'est pas propre, madame. Surtout à ce niveau. Pour 20 millions d'euros, des gens tuent. Mon sang s'est glacé. Tu tues? Oui. C'est pourquoi la confidentialité est essentielle. Je vais examiner le tableau, le tester, le vérifier. Ensuite nous utiliserons les voies officielles. Musée, gouvernement, assurance. Mais étape par étape. Prudement. J'ai hoché la tête. Le professeur avait raison. J'étais juste une guide de musée à la retraite. Je ne connaissais pas le côté sombre du monde de l'art. Mais le professeur le connaissait. Maintenant, dit le professeur, voyons le tableau. J'ai ouvert le sac, main tremblante, lentement. Couverture, vêtements, papier bulle. Et le tableau. Je l'ai sorti. Je l'ai tendu au professeur. Il l'a pris, prudemment, presque comme si c'était sacré. Il l'a posé sur le bureau, a approché la lampe. A mis ses lunettes. Et a regardé. Silence. Long, Lord Silence. 10 secondes. Le professeur n'a pas bougé du tout. 20 secondes. Il ne semblait même pas respirer. 30 secondes. Puis il a murmuré. Mon Dieu. Mon cœur a commencé à battre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est faux? Non.
Le professeur a levé la tête, les yeux écarquillés, stupéfait. Ceci pourrait être réel. Vraiment réel. Mon souffle s'est coupé. Vous êtes sûr? Pas encore. Mais... Il a pris une loupe, a commencé à examiner. Les coups de pinceau sont corrects. Technique d'impasto, signature de Monet. Palette de couleurs correctes. Bleu cobalt, vert oxyde de chrome, blanc titane, exactement les couleurs qu'il utilisait dans les années 1920. Et la signature. Il a approché la loupe de la signature semble originale. Le tremblement de la main est correct, le M caractéristique. Donc c'est réel. Le professeur a posé la loupe. Madame, je suis sûr à 70% que c'est réel. Mais pour être sûr à 100%, je dois faire 3 tests. Premier, analyse chimique, pour déterminer l'âge de la peinture. Deuxième, radiographie, pour voir s'il y a un autre tableau sous la toile, Monet peignait parfois sur de vieilles toiles. Troisième, recherche de provenance, l'historique du tableau, de qui à qui il est passé. Combien de temps cela prendra-t-il? Analyse chimique, 2 jours. Radiographie, 1 jour. Provenance, 1 semaine peut-être. Total. 10 jours. 10 jours. Mais j'avais attendu si longtemps, j'attendrai 10 jours de plus. Dois-je laisser le tableau ici? Oui. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un coffre-fort, sécurisé, seul moi peux y accéder. Personne ne saura. J'ai hésité. Laisser le tableau, mais il n'y avait pas d'autre choix. D'accord. Je le laisse. Le professeur a souri, pour la première fois. Madame Dubois, si c'est vraiment un Monet, vous avez écrit l'histoire. Le savez-vous? Je ne sais pas. Cela ne semble toujours pas réel. Je comprends. Mais préparez-vous. Parce que quand les résultats arriveront, votre vie va changer. Le professeur a soulevé le tableau, l'a porté vers une petite porte au mur, coffre-fort, métal, serrure numérique. Il a entré le code, bip bip bip, la porte s'est ouverte. Il a mis le tableau à l'intérieur, a fermé la porte. En sécurité, dit-il. Dans 10 jours nous discuterons des résultats. Je me suis levé. Merci professeur. Vraiment merci. Je vous en prie. Et n'oubliez pas, ne le dites à personne. Même pas à votre fils. Même pas à vos petits-enfants. Je ne le dirai pas. J'ai serré sa main. Je suis sorti du bureau. Je me suis arrêté dans le couloir. J'ai pris le sac vide sur mon épaule. Léger, très léger. Sans tableau. Pour la première fois en 3 jours sans tableau. Je me sentais bizarre. Comme si j'avais perdu une partie de moi. Mais en même temps, soulagé. La responsabilité était partie. C'était maintenant le travail du professeur. Je suis sorti. Les rues de Paris, midi, soleil au zénith, gens marchands, café plein. Une journée normale. Des gens normaux. Des vies normales. Mais ma vie n'était plus normale. J'allais attendre 10 jours. Dans 10 jours j'allais apprendre, réel ou faux, riche ou ordinaire. Comment auriez-vous attendu 10 jours? Seriez-vous resté à la maison? Auriez-vous fait les 100 pas? Auriez-vous essayé de ne le dire à personne, mais auriez-vous explosé et l'auriez-vous dit à Marc? Écrivez en commentaire, je suis curieuse. 10 jours. 240 heures. 400 minutes. J'ai compté chaque seconde. Premier jour, 15 décembre, dimanche, je suis restée à la maison. J'ai bu du café. J'ai regardé par la fenêtre. Je n'ai rien fait. J'ai juste pensé. Le tableau était à Paris, dans le coffre-fort du professeur Moreau, les tests étaient en cours. Analyse chimique. Radiography. Recherche de provenance. Et moi, je ne pouvais qu'attendre. Deuxième jour, 16 décembre, lundi, Marc a appelé. Maman, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Sa voix était chaleureuse, attentionnée. Je vais bien mon fils, ai-je dit, juste un peu fatiguée. Mensonge. Je n'étais pas fatiguée. Je devenais folle. Mais je ne pouvais pas le dire. Ne le dites à personne, avait dit le professeur. Tu es allé à Paris la semaine dernière, un ami me l'a dit, il t'a vu à la gare. Tout va bien? Dit Marc. J'ai gelé. Quelqu'un avait vu. Quelqu'un savait. Oui, j'ai rendu visite à un vieil ami, ce n'est pas important, ai-je dit rapidement. J'ai changé de sujet. Comment vont Sophie et Lucas? Marc a parlé des enfants pendant 10 minutes. J'ai fait semblant d'écouter, mais je n'ai pas entendu un mot. Mon esprit était sur le professeur,
sur le tableau, sur les tests. 3e jour, 17 décembre, mardi, je suis montée au grenier. J'ai relu le journal de ma mère. Chaque page, chaque ligne. Peut-être y avait-il un détail que j'avais manqué. Et j'ai trouvé, dernière page, décembre 1955. 20 décembre 1955. Bernard est mort. La nouvelle est venue de Giverny. Crise cardiaque. Il avait 80 ans. Ses funérailles sont demain. Je devrais y aller. Mais je ne peux pas. Parce que j'étais enceinte, Madeleine a 8 mois dans mon ventre. Le docteur a dit, ne voyage pas. Mais Bernard va me manquer. Il m'a fait confiance. Il m'a confié le tableau. Garde-le, Élise, avait-il dit. Le moment viendra. Mais quand le moment viendra-t-il? Dans 10 ans? Dans 50 ans? Est-ce moi qui le révélerai ou Madeleine? Je ne sais pas. Mais je tiendrai ma promesse. La promesse de Bernard. Pour toujours. Mes larmes sont tombées sur la page. Ma mère était enceinte de moi. Et le tableau? Le tableau était caché avec moi dans son ventre. Avant même que je ne naisse, le tableau était déjà dans ma vie. 4e jour, 18 décembre, mercredi, je n'ai pas pu tenir. J'ai envoyé un email au professeur Moreau. Professeur, comment ça se passe? Y a-t-il un résultat? Je suis très curieuse. 6 heures plus tard, une réponse est arrivée. Madame Dubois, soyez patiente. Les tests sont en cours. Pas encore de résultat définitif. Mais jusqu'à présent tout semble positif. Continuez à attendre. Tout semble positif. J'ai respiré. Pour la première fois en 4 jours, j'ai respiré profondément. 5e jour, 19 décembre, jeudi, Sophie est venue. Grand-mère, j'ai terminé mon projet scolaire. La prof a beaucoup aimé. La photo de la machine à coudre de ton arrière-grand-mère était la meilleure. Elle m'a serré dans ses bras. Elle sentait le savon à la lavande, le savon que j'utilise, le savon que ma mère utilisait. 3 générations, même odeur. Je suis très contente, chérie, ai-je dit, caressant ses cheveux. Mais grand-mère, qu'est devenu ce tableau? Le beau tableau dans la malle. Je n'ai jamais demandé, mais je suis très curieuse. J'ai avalé. Ce tableau, je l'ai envoyé au nettoyage. Il était très vieux, il avait besoin d'entretien. Encore un mensonge. Combien de mensonges je racontais. Mais c'était nécessaire. Pas encore. Sophie est partie. La maison s'est vidée à nouveau. 6e jour, 20 décembre, vendredi, rien ne s'est passé. Une journée longue, vide, infinie. J'ai juste attendu. Avez-vous déjà attendu ainsi? Une nouvelle qui va changer votre vie. Vous vous rongez les ongles, vous regardez votre montre 100 fois, chaque fois que le téléphone vibre votre cœur s'accélère. Racontez en commentaire. Comment avez-vous passé ces jours d'attente? 7e jour, 21 décembre, samedi, rester enfermé à la maison était devenu insupportable. Je suis sortie. Je suis allée au marché de Noël de Strasbourg. Ce magnifique marché devant la cathédrale, les lumières, les stands, l'odeur de vin chaud. Normalement j'aimais. Mais aujourd'hui tout était sans sens. Les gens riaient, faisaient du shopping, vivaient. Moi j'attendais juste. 8e jour, 22 décembre, dimanche, matin 7h15, le téléphone a sonné. Professeur Moreau. Mon cœur a battu si fort que j'ai fait tomber le téléphone. 2 essais. J'ai répondu. Allô. Madame Dubois. C'est Antoine Moreau. Oui, professeur. Les résultats, y a-t-il des résultats? Un long silence. Très long. Puis, oui. Les résultats sont arrivés. Mon souffle s'est coupé. Et Madame, vous devez venir à Paris. Aujourd'hui. Si possible immédiatement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le tableau est faux? Non. Au contraire. Mais nous ne pouvons pas en parler au téléphone. S'il vous plaît, venez. 15 heures. Dans mon bureau. Professeur, s'il vous plaît, dites-moi. 15 heures, madame. Je vous attends. Il a croqué. Mes mains ont tremblé. Mes jambes ont tremblé. Tout mon corps a tremblé. Mon cœur s'est déplacé, j'étais sur le point de m'évanouir. Au contraire. Cela signifiait que ce n'était pas faux. Cela signifiait que c'était réel. 20 millions d'euros. Dans la malle de ma mère. Vraiment. Mais pourquoi cette urgence? Pourquoi nous ne pouvons pas en parler au téléphone?
Y avait-il un problème? Je me suis préparée, douche rapide, je me suis habillée, j'ai pris le sac. J'ai regardé les horaires de train, 9h47 TGV, arrivé à Paris 12h07. C'était suffisant. En sortant de la porte, le téléphone a sonné à nouveau. Mark. Je n'ai pas répondu. Puis un message est arrivé. Maman, tu vas encore à Paris? La voisine Madame Leroux t'a vu avec des bagages. Tout va bien? Je m'inquiète. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas le temps. Je suis montée dans le train. Cette fois première classe, moins de monde, plus silencieux. Je me suis assise. J'ai regardé par la fenêtre. Le paysage d'Alsace est passé, rapide, flou. Mais je ne voyais pas. Je ne faisais que penser. Au contraire. Real. Mais pourquoi cette urgence? Pourquoi ce secret? Peut-être. Peut-être que d'autres personnes le savaient aussi. Peut-être que le tableau était en danger. Ou que j'étais en danger. Paranoïa à nouveau. Mais cette fois avais-je raison? Paris-Gare de l'Est. 12H07. Metro, Station Saint-Michel. Sorbonne. J'ai couru, femme de 68 ans, à bout de souffle, en sueur, mais j'ai couru. 14h52. Bureau du professeur Moreau. Porte fermée. J'ai frappé à la porte. Entrez. Je suis entrée. Le professeur était à son bureau, mais il n'était pas seul. À côté de lui, un autre homme, dans la cinquantaine, en costume, visage renfrogné, sourcils froncés. Madame Dubois, dit le professeur en se levant. Bienvenue. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. Monsieur Philippe Garnier, directeur des experts en art du musée du Louvre. Louvre. Mon sang s'est glacé. Monsieur Garnier a tendu la main. Enchantée, madame. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je me suis assise. Mes mains tremblaient. Qu'est-ce qui se passe? Le professeur Moreau a pris une profonde respiration. Madame, les tests sont terminés. Analyse chimique, radiographie, recherche de provenance. Et le résultat est certain. Certain. Oui. Votre tableau est un vrai Monet. Nymphaeas Mysterieux. 1922. Original. Aucun doute. Le monde s'est arrêté. Le son s'est coupé. Le temps s'est figé. Real. Vraiment réel. 20 millions d'euros. Monsieur Garnier est intervenu. Non, madame. Pas 20 millions. Mon cœur a coulé. Moins? Non. Plus. Les tests ont montré que ce tableau n'est pas seulement original, il est aussi en parfait état. Caché pendant 100 ans, jamais restauré, couleur fraîche, toile solide. C'est rare. Très rare. Valeur estimée. 35 à 40 millions d'euros. Je ne pouvais pas respirer. La pièce tournait. 35 à 40 millions. Le professeur m'a donné de l'eau. J'ai bu. Par à coup. Mais, dit monsieur Garnier, il y a un problème. Bien sûr qu'il y avait un problème. Il y avait toujours un problème. Quel problème? La provenance. L'historique du tableau. De 1922 à 1951, 29 ans, perdu. On ne sait pas où il était. En 1951, dans les mains de Bernard Fontaine. Puis, en 1952, dans les mains de votre mère. Mais 1922 à 1951. Vide. Pourquoi est-ce un problème? Parce que selon la loi française, si un bien culturel porté disparu depuis plus de 50 ans est trouvé, l'État peut revendiquer des droits. Soit une récompense est donnée au trouveur, 10% de la valeur, soit le tableau va au musée. Mon sang s'est glacé. Donc le tableau n'est pas à moi. Pas encore certain. Mais probablement, il appartiendra au Louvre. Vous serez juste la trouveuse. Vous recevrez une récompense, 10% de 35 millions d'euros, soit 3,5 millions d'euros. Après impôt, peut-être 2 millions. 2 millions d'euros. Seulement 2 millions. Pas 35. Mais quand même. 2 millions d'euros. Je comprends, ai-je dit doucement. Mais madame, dit le professeur Moreau, vous avez une autre option. Si vous pouvez prouver que votre mère a reçu le tableau légalement, cadeau, testament, achat, alors la propriété est à vous. 35 millions d'euros à vous. Comment prover? Document. Lettre. Testament. Un document signé de Bernard Fontaine, je donne ce tableau à Élise Dubois. Avez-vous quelque chose comme ça? J'ai réfléchi.
Le journal de ma mère, mais c'est elle qui l'a écrit, pas de signature de Bernard. Y avait-il autre chose? Je ne sais pas. Mais je peux chercher à la maison. Il pourrait y avoir d'autres choses dans la malle. Alors cherchez. Vite. Parce que le Louvre va faire une demande officielle demain. Dans 48 heures, nous devons répondre. Soit vous montrez un document, soit le tableau passe à l'État. 48 heures. 2 jours. Je me suis levée. Je vais chercher. Je vais tout chercher. Monsieur Garnier m'a donné un dossier. Madame, une autre chose. Cette histoire a fuité. Quelqu'un a entendu, nous ne savons pas qui. Mais ce matin le journal L'Express a appelé. Le monnaie perdu a-t-il été trouvé? Ont-ils demandé. Nous avons démenti mais soyez prudente. La presse peut vous poursuivre. Même des voleurs. J'ai frissonné. Des voleurs. 35 millions d'euros madame. Pour certaines personnes, cela vaut la peine de tuer. Je suis sortie du bureau. Je me suis arrêtée dans le couloir. J'ai essayé de respirer. Mais je ne pouvais pas. C'était réel. Le tableau était réel. 35 millions d'euros. Mais ce n'était pas à moi. Pas encore. Je devais trouver un document. Dans 48 heures. Sinon tout serait perdu. Je suis montée dans le train, rapide, urgent, sans réfléchir. Je suis retournée à Strasbourg. Je suis arrivée chez moi à 19h34. Il faisait noir. J'ai allumé les lumières. J'ai couru au grenier. La malle de ma mère. J'ai tout vidé, tissus, boutons, photos, lettres. J'ai renversé sur le sol. J'ai fouillé. J'ai ouvert chaque enveloppe, j'ai lu chaque papier. 1 heure. Rien. 2 heures. Toujours rien. 3 heures. J'allais abandonner. Et puis, au fond de la malle, sous la doublure, une petite enveloppe. Blanche, vieille, scellée. Écrit dessus. À Élise, Bernard F. 1955. Mes mains ont tremblé. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur une lettre, manuscrite, en français, sur du vieux papier. J'ai lu. Cher Elise. J'écris cette lettre parce que je tombe malade. Le docteur a dit, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Peut-être 1 an, peut-être moins. Je t'ai donné le tableau Nymphéa mystérieux, en 1951. Je t'ai dit, garde-le. Et tu as tenu ta promesse. Tu n'as dit à personne. Je te fais confiance, Élise. Mais maintenant je dois le dire officiellement, ce tableau est à toi. Cadeau. Monet me l'a confié, et je te le confie. C'est ta décision quoi en faire, vendre, garder, donner au musée. Mais il est à toi. Cette lettre est un document légal. Je l'ai fait enregistrer chez le notaire. Date, 12 novembre 1955. Notaire, Maître Jacques Dupont, Paris. Reste en bonne santé, Élise. Tu es une bonne fille. Bernard Fontaine. La lettre est tombée de mes mains. Document legal. Enregistré chez le notaire. Date, 1955. Ma mère en était propriétaire. Donc je suis aussi propriétaire. 35 millions d'euros. À moi. J'ai pleuré. Par terre, dans le grenier, à côté de la malle de ma mère. J'ai pleuré et pleuré. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pris la lettre dans ma main, je l'ai relue encore et encore, j'ai suivi de mes doigts l'écriture tremblante de Bernard Fontaine. Ce tableau est à toi. Cadeau. Les mots dansaient sur le papier. 35 millions d'euros. À moi. Légal, certifié par notaire, indiscutable à moi. Soudain ma tête s'est arrêtée, tout est passé devant mes yeux comme un film, mon cœur battait très vite, une seule question dans mon esprit. Mais qu'allais-je faire? À 23h47, je suis descendue à la cuisine. J'ai bu un verre d'eau, ma bouche était complètement sèche. J'ai regardé par la fenêtre. Strasbourg était silencieuse, les rues désertes, seulement les cloches de l'église au loin. Une nuit normale. Les gens normaux dormaient. Mais moi je luttais avec une décision de 35 millions d'euros. Il y avait 3 options. Première option, vendre. 35 millions d'euros. Une maison pour Marc, à Paris, grande, avec jardin. Les frais universitaires de Sophie et Lucas. Ma retraite confortable, peut-être un petit appartement à Nice, vue sur mer. Plus d'argent que dans mes rêves. Je ne manquerai jamais de rien. Mes petits-enfants ne manqueraient jamais de rien. Nous vivrions confortablement pendant des générations. Deuxième option, faire don. Musée du Louvre. Que le monde voie le chef-d'œuvre perdu de Monet.
Qu'ils écrivent le nom de ma mère sur la plaque, Nymphéa mystérieux, de la collection d'Élise Dubois. Un héritage. Un héritage immortel. L'argent passe, mais l'art reste. Est-ce que ma mère aurait voulu cela? Troisième option, Garda. Comme héritage familial. Le garder secret une génération de plus. Peut-être le laisser à Sophie, peut-être à Lucas. Qu'il décide. Mais cela, ce serait injuste. Le monde devrait voir ce tableau. À 2h15, je suis allée dans la chambre de ma mère. Je n'y avais pas touché depuis 6 mois, depuis sa mort, tout était resté tel quel. Son lit, son armoire, sa coiffeuse. Cadre photo, ma mère et mon père, 1955, anniversaire de mariage. Jeune, heureux, enlacé. Je me suis assise sur son lit. J'ai pris son oreiller, il avait toujours l'odeur de ma mère, lavande et thym. Maman, j'ai murmuré dans l'obscurité, que devrais-je faire? Que aurais-tu voulu? Pas de réponse. Seulement le silence. Mais j'ai cru entendre la voix de ma mère de l'intérieur. Madeleine, fais ce qui est juste. Ce que ton cœur dit. Que disait mon cœur? À 4h33, j'ai pris ma décision. Mais étais-je décidée? Non. Avais-je peur? Oui. Mais cela semblait juste. Le matin à 8h, j'ai appelé le professeur Moreau. Allô, Madame Dubois? Bonjour professeur. J'ai trouvé le document. La lettre de Bernard Fontaine, enregistrée chez le notaire, datée de 1955. Le tableau a été offert à ma mère. Donc il est à moi. Fantastique. Parfait. Faxez-moi la lettre, vérifions-la immédiatement. Je vais l'envoyer. Mais professeur, une autre chose. J'ai pris ma décision. À propos du tableau. Un long silence. J'écoute. J'ai pris une profonde respiration. Je fais don du tableau. Au musée du Louvre. Avec condition. Avec condition. Oui. J'ai 3 conditions. Premièrement, qu'ils exposent le tableau comme « Collection Élise Dubois », que le nom de ma mère vive. Deuxièmement, qu'à l'ouverture de l'exposition moi et ma famille soyons présents, Marc, Sophie, Lucas. Troisièmement, que le Louvre me verse une petite compensation, 1 million d'euros. Pas toute la valeur, juste symbolique. Le reste est un don. Le professeur était surpris, c'était évident dans sa voix. Madame, vous faites don de 35 millions d'euros? Vous ne prenez que 1 million? Oui. Parce que cet argent n'est pas à moi. C'est l'héritage de ma mère. Le dépôt de Bernard. L'œuvre de Monet. Le monde devrait le voir. Mais le nom de ma mère ne doit pas être oublié. Madame Dubois, c'est très, très noble comme décision. Ce n'est pas noble, professeur. Je fais juste ce qui est juste. Auriez-vous pu faire cela? Faire don de 35 millions d'euros, ne prendre que 1 million. Soyez honnête, écrivez en commentaire. Parce que ce n'était pas facile. Une voix en moi criait « Es-tu folle? Prends l'argent. » Mais mon cœur disait autre chose. Cet après-midi-là, 23 décembre, lundi, le processus officiel a commencé. Le professeur Moreau, Monsieur Garnier et l'équipe juridique du Louvre sont venus chez moi. Nous avons signé des documents, contrat de donation, accord de compensation, conditions d'exposition. Cela a duré 3 heures. Ma main me faisait mal à force de signer. Madame Dubois, dit Monsieur Garnier, les yeux humides, la France vous est reconnaissante. Ce tableau fait partie du patrimoine mondial. Et vous êtes une vraie patriote. Je ne suis pas une patriote, monsieur. Je suis juste une fille. Qui tient la promesse de sa mère. Le soir, j'ai appelé Marc. Mon fils, je dois te raconter quelque chose. Mais pas au téléphone. Peux-tu venir à Strasbourg demain? Avec Sophie et Lucas? Marc s'est inquiété. Maman, ¿tú es malade? Quelque chose s'est passé. Non. Mais quelque chose d'incroyable s'est passé. Je te raconterai demain. 24 décembre, mardi, veille de Noël. Marc, Céline, Sophie et Lucas sont arrivés. À 10h du matin, ils ont frappé à la porte. Nous nous sommes embrassés, longues, chaudes étreintes. Alors maman, dit Marc, enlevant son manteau, quel est ce grand secret? Nous sommes très curieux. Je les ai fait passer au salon. Ils se sont assis sur le canapé. Moi en face, dans mon fauteuil. D'abord, je vais vous montrer quelque chose. J'ai sorti le journal de ma mère de la Malle, la lettre de Bernard,
les vieilles photos. Je les ai posées sur la table. Ceci appartient à votre mère Élise. Lysays. 20 minutes de silence. Marc a lu, Céline a lu, Sophie a lu, Lucas était trop petit, il n'a pas compris. Et finalement Marc a levé la tête, les yeux écarquillés. Maman, c'est réel? Un tableau de Monet? Oui mon fils. Real. Valant 35 millions d'euros. Et tu l'as donné? Marc a crié, pas en colère, choqué. Oui. J'ai pris seulement 1 million d'euros. Le reste au Louvre. Marc s'est levé. A commencé à faire les 100 pas, maman, 35 millions d'euros. Notre vie aurait été transformée. Les frais universitaires de Sophie, l'avenir de Lucas, ta retraite. Mark. J'ai parlé fermement. Mon fils s'est arrêté. Assieds-toi. Il s'est assis. Écoute-moi. Cet argent n'était pas à nous. Il n'a jamais été à nous. Ta mère, Élise l'a gardé pendant 70 ans parce qu'elle avait promis à Bernard. Il lui avait dit, le moment viendra. Maintenant le moment est venu. Mais pas pour l'argent. Pour l'art. L'œuvre de Monet devrait être vue par le monde. Dans les musées, dans les livres, faire partie de l'histoire. Pas dans notre compte en banque. Marc s'est tu. Puis s'est adouci. Tu as raison maman. Désolée. C'est juste que j'étais choquée. Sophie s'est penchée en avant. Grand-mère, je suis très fière de toi. Tu es une vraie héroïne. Mes larmes sont venues. Je ne suis pas une héroïne chérie. Je fais juste ce qui est juste. Mais tu as pris 1 million d'euros, dit Céline. C'est aussi beaucoup d'argent. Que vas-tu en faire? J'ai souri. Je le divise en 3. 300 000 euros pour moi, retraite confortable, peut-être une petite maison de vacances à Nice. 300 000 euros pour vous, Marc, pour toi et ta famille, rénovation de maison, université de Sophie, avenir de Lucas. 400 000 euros à une association caritative, à l'école d'art de Strasbourg, bourse pour jeunes talents, au nom d'Élise Dubois. Mark a pleuré. S'est levé, m'a serré dans ses bras. Je t'aime maman. Je t'aime tellement. Nous avons pleuré ensemble. En famille. La dernière fois que nous avions pleuré ainsi, c'était aux funérailles de Pierre, il y a 7 ans. J'étais émue, longtemps après je me suis sentie en famille pour la première fois. 27 décembre, vendredi. Le Louvre a fait une annonce. Conférence de presse, grande, majestueuse, médias du monde entier. Professeur Moreau, Monsieur Garnier, directeur du musée. Et moi. 68 ans, en robe grise, voix tremblante, mais déterminée. Caméra devant moi. Des centaines de journalistes. Questions pleuvent. Madame Dubois, pourquoi avez-vous fait don? Parce que c'était ce qui était juste. Ne regrettez-vous pas? 35 millions d'euros. Non. Je ne regrette pas du tout. Votre mère savait-elle la valeur du tableau? Oui. Mais elle a aussi choisi de le garder. Le moment n'était pas venu. Le moment est-il venu maintenant? Oui. Maintenant il est venu. Titre partout. Le Monde, Monet perdu trouvé, femme de 68 ans héroïne. Le Figaro, don de 35 millions d'euros, l'héritage d'Élise Dubois. The Guardian, The Lost Monet Mystery Solved, French Grandmother's Incredible Discovery. New York Times, Nymphia's Mysterier Found After 100 Years, A Story of Trust and Honor. Le Monde parlait. De moi. De ma mère. Du tableau. 3 janvier 2025. Musée du Louvre. Ouverture d'exposition spéciale. Nymphia's Mysterier, Collection Élise Dubois. J'étais là. Marc, Céline, Sophie, Lucas étaient là. 500 invités, experts en art, collectionneurs, politiciens, journalistes. Le tableau au mur, éclairage spécial, vitrine en verre, agent de sécurité. Et à côté la plaque. Nymphia's Mysterier, 1922. Claude Monet. De la collection Élise Dubois. Donnée en 2024 par Madeleine Dubois. Le moment est venu, Élise Dubois, 1956 à 2024. Mes yeux se sont embués. Le nom de ma mère. La. Pour toujours. Sophie a tenu ma main. Grand-mère, ton arrière-grand-mère serait très fière maintenant. Je sais chérie. Je le sens. Les discours de cérémonie ont été faits. Directeur du musée, ministre de la Culture, professeur Moreau.
Tous ont parlé de moi, de ma mère, de Bernard. On raconté l'histoire. Puis ils m'ont donné la parole. Je suis montée sur scène, devant la foule, devant le microphone. Mes mains tremblaient. Mais j'ai parlé. Bonjour. Je m'appelle Madeleine Dubois. Je suis juste une guide de musée à la retraite. J'ai travaillé 40 ans à Strasbourg, j'ai parlé de monnaie aux gens. Mais je n'aurais jamais pensé qu'un jour je trouverais un monnaie dans ma propre maison. Les gens ont ri, rire gentil, chaleureux. Ma mère Élise a passé sa vie à garder des secrets. Mais ce n'était pas de mauvais secrets. C'était des dépôts. Bernard Fontaine lui a confié. Il lui a dit, garde-le Élise. Le moment viendra. Ma mère l'a gardé pendant 70 ans. N'a dit à personne. Même pas à moi. Parce que le moment n'était pas venu. Je me suis arrêtée. J'ai essuyé mes larmes. Et puis ma mère est morte. Ces derniers mots, ouvre la malle. Le moment est venu. C'est alors que j'ai compris. Maintenant le moment était venu. Le temps de garder était fini. Le temps de partager avait commencé. Applaudissements. Longs, sincere applaudissements. Ce tableau est maintenant ici. Le monde le verra. Les générations le verront. Enfants, jeunes, personnes âgées, tout le monde verra le magnifique œuvre de Monet. Et chaque fois qu'ils le verront, ils liront le nom de ma mère. Élise Dubois. Une simple couturière. Mais une gardienne de confiance. Merci. Standing ovation. 500 personnes debout. Je pleurais, je riais, les deux en même temps. Marc est monté sur scène, m'a serré dans ses bras. Sophie et Lucas aussi. Nous nous sommes tenus en famille, devant le tableau, devant le nom de ma mère. Des photos ont été prises. L'histoire a été écrite. Aujourd'hui, 20 mars 2025. 3 mois ont passé. Ma vie a changé, mais pas comme je l'attendais. L'argent est venu, 1 million d'euros. Après impôts, 680 000. J'ai divisé, 240 000 pour moi, 240 000 pour Marc, 200 000 à l'association. J'ai acheté un petit appartement à Nice, vue sur mer, balcon, ensoleillé. Parfois je m'assois sur le balcon, je regarde la Méditerranée, je bois du café. Je suis en paix. Marc a rénové sa maison, à Paris, nouvelle cuisine, chambre d'enfants agrandie. Sophie se prépare à l'université, Sorbonne, département d'histoire de l'art. Je veux être comme toi grand-mère, dit-elle. Lucas apprend à jouer du piano, talentueux, peut-être deviendra-t-il artiste. À Strasbourg, la bourse d'art Élise Dubois a été créée, chaque année 10 bourses pour jeunes artistes. Première cérémonie de remise des diplômes la semaine dernière, j'ai pleuré de bonheur. Et le tableau est au Louvre. Des millions l'ont vu, visiteurs, étudiants, amateurs d'art. Ils écrivent des commentaires. Le plus beau de Monet. Élise Dubois était une vraie héroïne. Cette histoire m'a tellement émue. Moi aussi je vais parfois à Paris. Au musée. Je me tiens devant le tableau. Y regarde. Et je murmure. Maman, nous l'avons fait. Nous avons tenu ta promesse. Le moment est venu. Et il est venu. Pensez-vous que j'ai fait le bon choix? Certains d'entre vous disent, folle, tu aurais dû prendre l'argent. Y comprens. 35 millions d'euros changent une vie. Mais j'ai déjà changé ma vie. Pas avec l'argent, avec le sens. Parce que maintenant je sais, ma mère m'a aimé. M'a fait confiance. M'a donné le dépôt. Et moi j'ai partagé ce dépôt avec le monde. L'argent passe. Mais l'art reste. Les noms restent. Les histoires restent. Élise Dubois. Madeleine Dubois. Pour toujours sur les murs du Louvre. Qu'en pensez-vous? Écrivez en commentaire, une dernière fois. Parce que l'histoire se termine ici. Et si vous aussi avez un dépôt, un secret de famille, un héritage, une responsabilité, sachez que, quand le moment viendra, vous le saurez. Votre cœur vous le dira. Partagez cette histoire. Je demande une dernière fois. Parce que peut-être que quelqu'un d'autre cache aussi un trésor dans sa malle. Peut-être que cela lui donnera du courage. Je suis Madeleine Dubois. J'ai 68 ans. J'ai trouvé mon Monet, je l'ai partagé, j'ai trouvé la paix. Mon histoire est finie. Mais mon héritage vivra pour toujours. Merci. À chacun de vous. Pour avoir lu, commenté, partagé. Au revoir. Et n'oubliez pas, quand le moment viendra, soyez prêts aussi.